Eh bien, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Maxime Mercier, donc je suis agronome, euh, agronome de formation, spécialisé en agroécologie. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine, entre 10 et 15 ans, dans le secteur de la recherche, du conseil et de la formation en agriculture, agriculture de conservation, agroécologie au sens large pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'agriculture de conservation. Et en 2000, alors j'ai toujours voulu m'installer comme paysan, et en 2019, j'ai commencé à vraiment réfléchir avec ma femme à un projet d'installation. Euh, et donc, il a fallu à ce moment-là que je réfléchisse à un modèle agricole qui pouvait me convenir. Je vais vous le présenter par la suite. Euh, au niveau bah, voilà, de mes besoins, de mes souhaits pour mon mode de vie. C'était aussi un projet familial parce que ma femme, qui était, elle, psychomotricienne, alors moi j'étais dans le milieu agricole, donc je suis resté dans le milieu agricole. Je suis passé du côté de conseiller chercheur à paysan. Et par contre, elle était psychomotricienne et aujourd'hui, elle est paysanne boulangère. Voilà, donc en 2019, comme j'expliquais, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à quel type de production j'aurais pu mettre en place, en sachant on démarrait avec rien. On n'avait pas de ferme, on n'avait pas d'hectare, on n'avait rien du tout, quoi. Donc on a démarré une ferme à zéro. Et donc en fait, assez rapidement, moi j'ai toujours eu un côté un peu enfin une sensibilité par rapport à l'élevage, par rapport aux poules, aux animaux. Et du coup, je me suis dit, bah allez, je creuse la question des poulaillers mobiles. Et en creusant la question, ça m'a conforté dans mon idée de développer cette activité-là. Et donc en 2020, j'ai créé un premier poulailler mobile. Donc j'avais la chance de connaître un couple d'amis, Charlène et Thomas Fournier, de la ferme Les Champs de Bray, chez qui en fait j'ai pu commencer à tester en fait mon activité sans avoir de foncier. J'ai réfléchi au modèle, donc j'ai construit ce premier modèle de poulailler mobile, hein, sur base d'une remorque agricole que j'ai entièrement modifiée, qui fonctionne assez bien. Et puis après, je vais vous expliquer, il y a eu des contraintes législatives qui ont fait que ce modèle ne pouvait plus fonctionner. Et donc j'ai réfléchi à un deuxième modèle de poulailler. C'est ce modèle-là que vous voyez, c'est des sortes de grandes serres mobiles de 18 mètres de long sur 6 mètres de large. Euh, voilà, j'ai développé ça. Aujourd'hui, du coup, en 2024, mais en tout cas depuis 2023, j'ai donc 6 poulaillers mobiles de forme de serre, hein, donc vous les voyez là, tous alignés, avec 800 poules, et donc c'est mon activité principale. Je vis correctement de mon activité. J'ai une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi, plutôt que vous expliquer dans le détail, pourquoi je suis arrivé à ce concept-là et pourquoi les poulaillers mobiles, quoi. La poule est un animal craintif car elle a de nombreux prédateurs. De ce fait, plusieurs études scientifiques ont montré qu'elle n'aimait pas s'éloigner à plus de 20 mètres d'un abri. Par conséquent, lorsque le poulailler est fixe, il n'y a rapidement plus d'herbe aux abords du poulailler. Les poulaillers fixes peuvent donc causer des problèmes environnementaux. Pollution de l'eau et des sols, car il n'y a plus de plantes pour capter les fertilisants contenus dans les déjections des poules. Imperméabilisation des sols par la structure même des poulaillers. Problème sanitaire, car les poules restent sur le même parcours pendant au moins un an. Les scientifiques ont aussi montré que lorsqu'un lot de poules dépassait plusieurs centaines d'individus, le parcours était de moins en moins bien exploité. À titre d'exemple, lorsqu'un lot de poules est supérieur à 2500, il n'y a plus que 5% des poules qui exploitent le parcours extérieur. Si la poule valorise mal le parcours lorsque le poulailler est fixe avec beaucoup de poules, une solution peut être d'avoir des petits poulaillers mobiles. C'est ce que nous avons inventé sur la ferme.
Avec ce type de poulailler, les poules ont toujours de l'herbe fraîche sur leur parcours. Les impacts environnementaux sont réduits. Le bien-être animal est amélioré. Et les œufs sont de qualité gustative et nutritionnelle supérieure. Retrouvez nos points de vente et plus d'informations sur notre site. La partie promotion, on peut faire signer des contrats après là. Du coup, pour revenir à la présentation. Voilà, comme ça, j'avais fait une petite vidéo pour vous montrer concrètement ce que c'était que les poulaillers que j'ai inventés. Tac. Et du coup, la suite de la présentation, donc c'était pourquoi les poulaillers mobiles. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo. J'ai pas besoin d'y revenir dessus. Comment maintenant, c'est la question, c'est comment les poulaillers mobiles. Vous avez vu les contraintes que je voulais respecter, hein, donc des petits poulaillers mobiles, des poules qui pâturent de l'herbe, qui ont toujours de l'herbe fraîche, pour limiter notamment les impacts environnementaux, améliorer la qualité nutritionnelle des œufs. Mes contraintes, c'était aussi d'avoir un budget limité, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai démarré de zéro. Donc, et qui dit budget limité dit autoconstruction, structure légère. C'est pour ça que je suis parti sur des modèles de serre, en fait. Ensuite, pourquoi comment c'était des poulaillers que moi j'appelle agroécologiques, où je respectais pas mal de choses liées à mes convictions. Donc déjà le bien-être animal, l'aspect low-tech, donc facile à construire, facile à réparer. Je veux vraiment pouvoir être autonome, complètement autonome sur la gestion de mon business, dépendre de personnes, même si on dépend toujours forcément d'acheter de la ferraille, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est moi qui contrôle la construction. Les conditions de travail, c'était important pour moi. Donc récolter à l'abri, avoir des déplacements qui soient rapides, avoir un faible impact environnemental, donc l'imperméabilisation des sols, la qualité des sols, donc pas polluer les sols, mais aussi pas polluer l'eau. Et puis les matériaux que j'utilisais, qui devaient être les plus... alors il y a pas mal de bois. Et puis après, c'est des matériaux assez légers et assez peu de poids en fin de compte de volume de matière, quoi. Et après, en fait, pourquoi je ne suis pas resté sur des poulaillers remorques comme le premier modèle que j'avais montré? Parce qu'il y a une contrainte supplémentaire qui s'est rajoutée, c'est la grippe aviaire. Donc tous les ans, pendant 6 mois à peu près dans l'année, il y a la grippe aviaire qui arrive via les oiseaux migrateurs. Et qui dit grippe aviaire dit confinement national des volailles. Et en fait, le confinement national des volailles, c'est à peu près 6 mois dans l'année. Pendant 6 mois dans l'année, les poules sont enfermées. Elles ne peuvent pas avoir accès à un parcours extérieur. Donc quand vous achetez des œufs plein air, bio, label, tout ce que vous voulez, 6 mois dans l'année, elles n'ont pas vu un brin d'herbe, quoi. Mais vous continuez à vous vendre des œufs plein air bio. Et donc moi, ça ne me convenait pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai inventé ce système avec des serres, des filets en fait sur les parcours extérieurs. Et avec les filets sur le parcours extérieur, j'ai eu l'autorisation au niveau de la DDPP de pouvoir faire sortir mes poules. Donc potentiellement, j'ai le seul... Alors maintenant, il y a des personnes qui ont copié un peu ce modèle-là. Et c'est cool, hein. Mais du coup, j'étais le seul l'année dernière à avoir un système où je pouvais faire sortir mes poules même toute l'année, quoi. Donc j'ai mis en place forcément parallèlement à ça pas mal d'autres choses. J'ai construit un centre d'emballage d'œufs pour pouvoir commercialiser mes œufs avec là c'est une mireuse des œufs que j'ai auto-construit qui m'a coûté 40 €. Et en fait, quand on l'achète neuf, c'est plutôt autour de 3 000 à 4 000 €. C'est pour mirer donc pour regarder par transparence les œufs, pour voir s'il n'y a pas de soucis dans l'œuf, des coquilles fêlées, des choses comme ça. Et puis voilà, une remorque pour transporter mes œufs pour la récolte. Et il y a aussi une approche humaine qui était importante dans le développement de mon projet, c'est que quand j'ai décidé de me lancer comme paysan, je voulais pas être pieds et mains liés à mon boulot. Je voulais pas bosser
60-70 heures semaine pour gagner moins que le SMIC et puis avoir de vacances, ça m'intéresse pas. Je suis ingénieur, j'estime que je dois être payé au moins comme un ingénieur. Et donc, en début de carrière. Voilà, en stage, non, quand même pas. Et du coup, non, mais c'était important pour moi. C'est vraiment enfin voilà, c'est important pour moi. Et donc en fait, mon modèle de poulailler, mon business model, en tout cas, il me permet en fait d'avoir un faible temps de travail. Donc aujourd'hui, je travaille 25-30 heures semaine, moins 20 heures semaine, vraiment sur la partie poulailler. Et je me rémunère 2 500 euros net par mois. Tac. Et donc, ce qui me permet, en fait, derrière, avec mon temps libre, de développer plein d'autres choses qui me tiennent à cœur. Notamment, j'ai créé un club nature sur la ferme. J'organise des formations sur les poulaillers mobiles, un GI2E et puis les loisirs, quoi. Donc j'ai une activité rémunératrice, une pénibilité qui est limitée via mon système. Vous avez vu, tout est à hauteur, j'ai très peu de manutention. J'ai une astreinte minimum du fait que en fait, je suis sur une structure collective, donc on est 6 sur le projet de la ferme, parce que ça reste des animaux, donc en fait il y a quand même une surveillance, quotidienne à faire. Donc les week-ends potentiellement ça peut bloquer, les vacances ça peut bloquer, mais en fait vu qu'on est un collectif, ça marche bien. On se fait remplacer, donc on a un week-end sur 3. Enfin non, 2 week-ends sur 3. Et puis le déplacement, le remplacement, en tout cas, quand je pars vraiment en vacances, qui est facile. En fait, le système, il est simple. Donc, un stagiaire, un woofer peut facilement me remplacer sur mon activité. Et ça, c'est important si on veut pouvoir avoir des vacances, quoi. Voilà, pour ma partie. C'est celui-là. Eh bien, je vais maintenant essayer de distinguer, sans jargon, puisque c'était la promesse du jour, mais alors avec un propos un petit peu tenu au forceps pour rester dans le temps, la dynamique agroécologique que Maxime vient de présenter, des caractéristiques et des effets du système low-tech. Alors, voici des exemples de poulaillers mobiles commercialisés qui ont leurs avantages, bien sûr, et puis leurs inconvénients aussi, parmi lesquels vous voyez une technicité qui ramène finalement à la boîte noire, source de difficulté, une alimentation qui généralement est dissociée du poulailler, c'est l'image d'en haut, ce qui génère une manutention et une main-d'œuvre supplémentaire, et puis une délimitation du parcours enherbé qui est fragile, qui est à installer manuellement avec des filets dépiqués, qui est une source de main-d'œuvre également importante. Source aussi de coûts variables à l'installation, les poulaillers mobiles commercialisés exigeant un investissement 4 à 10 fois supérieur à l'autoconstruction. Alors les 4 systèmes techniques low-tech qui ont été ou conçus ou modifiés par Maxime lui permettent de se consacrer finalement au pan de l'élevage qui génère assez rapidement du revenu, c'est-à-dire la production d'œufs, tout en ayant le temps finalement de stabiliser les systèmes techniques expérimentés, puis aussi l'organisation associée. L'externalisation d'autres pans de la chaîne de valeur, comme les naissances ou bien l'alimentation, constitue par conséquent des voies de développement et d'autonomisation supplémentaires à venir sans doute un jour. Parmi les 4 systèmes, focalisons sur le poulailler mobile qui présente cet aspect et qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Alors, quand on est observateur à l'intérieur du poulailler, ce qui était mon cas pendant 15 jours, on peut vite avoir l'impression d'une machine à la Goldberg à cause des différents mécanismes, alors que, eh bien, en réalité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là où Ruud Goldberg a volontairement complexifié ces machines, Maxime Mercier automatise et puis simplifie l'ensemble des process. Alors, qu'en est-il du système? Voici la méthode d'observation
que j'ai utilisés, retenant les éléments qui diffèrent des poulaillers habituels ou bien des poulaillers mobiles qui sont commercialisés, et qui aboutit entre un composant et puis ses différents effets à un ratio qui va jusqu'à 2 et puis qui est toujours positif, montrant par conséquent la performance du système low-tech, qui peut se jouer à un élastique près. C'est ce que vous voyez fixé entre les deux portes du sas d'entrée du poulailler mobile et qui maintient toujours l'une fermée lorsque on ouvre l'autre et qui évite ainsi finalement toute échappée de poule et puis toute course-poursuite à travers champs. Et c'est au-delà des effets sur le modèle d'affaires, un risque aussi qui a disparu. Et puis, par conséquent, une tension pour l'entrepreneur aussi qui a disparu. La volière qui est attachée au poulailler, elle impacte à la fois le temps, les coûts, les revenus et puis la proposition de valeur, puisqu'elle génère, par exemple, une confiance grâce à la garantie que tu évoquais tout à l'heure, quasi unique, du respect du cahier des charges, à la fois bio et plein air. Autre système, la suspension des équipements, que tu évoquais également. Alors, elle est aussi un élément clé qui réduit significativement le temps de travail, mais aussi des risques qui peuvent être liés. On parlait ce matin du soin au travail, qui peuvent être liés à leur manipulation, par exemple, j'entends les TMS ou bien un accident du travail, tout simplement. Et alors, voici, sous forme de liste, les effets constatés, les murs présentés étant la diminution de la main-d'œuvre, d'une part, d'autre part, le volume commercialisable, qui est soit augmenté et au moins toujours préservé. Ces effets sont la conséquence de différents choix qui ont été opérés dans la conception du système et l'organisation associée. Et ces choix ont pu être réalisés grâce à un bagage progressivement constitué de connaissances et puis grâce à une capacité à bricoler, grâce à une capacité aussi à se projeter, à sortir du cadre, à quitter le sentier finalement, et puis à être créatif et à s'inspirer. Et la seule dépendance véritablement non choisie qui subsiste étant la dépendance à la réglementation. Alors ces suspensions génère un point important. Il y a dans chaque poulailler mobile 10 mangeoires, plus de l'eau, les pondoirs, les perchoirs. Et ce poids pour conséquence l'affaissement des arceaux de serre et la déformation de la structure, ce qui fait perdre, en plus de mettre en danger la structure, les principaux bénéfices du système. Alors l'amélioration, celle qui a été choisi étant la tension d'un câble pour maintenir la structure, ramène à la situation initiale, mais également augmente les ressources et compétences de l'entreprise, puisqu'elle se trouve finalement dans une dynamique agile et apprenante. Alors la méthode avec laquelle j'ai observé les systèmes peut tout à fait être inversée, de sorte pour adopter le point de vue de l'entrepreneur ou du porteur de projet, ce qui donnerait à partir de mes objectifs, comment j'analyse mon contexte pour déployer ce qui peut me permettre de les atteindre, comment je développe une expérience, en l'occurrence une activité comment je développe une expérience grâce aux itérations, aux essais-erreurs, qui suscite et puis nourrit une activité de formation qui est secondaire et ce qui amène aux effets sur le modèle d'affaires. Alors 4 ressorts essentiels permettent d'obtenir 4 effets principaux qui tiennent aux finances, à la qualité de vie et puis à des effets positifs plus systémiques, déclenchés initialement par la volonté de réduire l'investissement et de lever en effet un verrou réglementaire. Il s'agit donc de faire finalement mieux avec moins, en réduisant les coûts, en augmentant les bénéfices financiers et
extra-financiers, ce qui aboutit à un modèle d'affaires répondant aux exigences d'un triple bilan, puisque le modèle économique est subordonné en fait à un projet sociétal, lui-même dépendant de la préservation de l'environnement. Peut-être, alors on pourra par exemple, si on a des questions sur la modulation des prix de vente tout à l'heure, les détailler, puisque je parlais de projet sociétal. Alors voici une mise à plat des effets du système low-tech seul, et non pas de l'ensemble agroécologie. Sur le modèle d'affaires, c'est donc pas là la représentation d'un modèle d'affaires complet ou théorique. Et puis, je voudrais faire un focus sur les ressources immatérielles qui me paraissent fondamentales et à mettre en lumière alors qu'on parle d'un système technique, dans la mesure où eh bien, la réussite du projet repose non seulement sur une organisation propre au contexte, sur une réflexion, mais aussi sur le développement des connaissances et la créativité qui ouvrent la voie à l'adaptation au contexte, c'est-à-dire finalement au changement. Et le développement des ressources et compétences amène ainsi à SME, comme on peut le voir par ailleurs, dans le cadre de formation ou de création de communautés, puisque, en l'occurrence, sortir du cadre pour mieux répondre aux normes, et c'est là la visée transformatrice de l'organisation par rapport à une contrainte réglementaire, qui est la claustration, eh bien, n'est pas une évidence, et les besoins ou les demandes en formation existent, sont présentes. En ce qui concerne la démarche low-tech, qui n'est pas du tout revendiquée, je me suis perdu dans mes slides, qui n'est pas du tout revendiquée par l'entrepreneur, eh bien, nous nous sommes tous les deux, malgré tout, livrés à cet exercice de caractérisation à partir des indications apportées par 3 déclinaisons existantes. Alors, il en ressort essentiellement, à part quelques pinaillages, que c'est qualitativement parlant, essentiellement l'open source qui fait ici défaut, ne permettant pas, soit par l'open source, par le partage, par la formation, ne permettant qu'une appropriation mineure ou bien partielle du système technique en question. En revanche, la démarche globale, qu'on pourra détailler aussi, apparaît tout à fait vertueuse et aboutit d'ailleurs à la constitution d'un groupement d'intérêt économique et environnemental. Parmi les obligations des GI2E figure la triple performance, d'une part, et d'autre part, la diffusion des résultats, même si cela ne concerne pas le système technique dans tous ses composants. Alors, toutes ces remarques m'amènent à penser finalement que lorsqu'elles sont mises au regard d'un essai de comparaison, au principe de la low-tech, de la démarche low-tech comme on a fait, et à d'autres courants comme le régénératif, la permaculture, qui se décline d'ailleurs en perma-entreprise, en économie symbiotique ou syntropique, au regard aussi de conclusions de chercheurs, le Rockström, Boken et beaucoup d'autres, m'amène à penser que ce qui finalement singularise la démarche low-tech est moins les partenariats, la coopération, le questionnement du besoin ou la durabilité, que l'accessibilité, alors financière bien entendu, mais aussi scientifique et technique, l'accessibilité en fait à la connaissance et donc à son partage sans brevet et sans secret. Nous vous remercions. Merci beaucoup Grégory et Maxime pour cette présentation intéressante. Avant de laisser la parole, j'avais peut-être une question pour Maxime. Tu as insisté sur le fait que c'est une activité rémunératrice.
est-ce que implicitement par rapport à un modèle conventionnel, est-ce que c'était implicite derrière cette affirmation et si, est-ce que c'est une conséquence du modèle que tu as développé et adapté, que ça t'a généré plus de rémunération que si tu étais resté à l'existant? Ouais, il y a plusieurs choses. Vous n'êtes pas sans savoir que les paysans, c'est pas génial, hein, le revenu des paysans. Alors ça dépend lesquels, hein, mais en tout cas les éleveurs, c'est pas la folie. Et du coup, moi, je me situe bien par rapport aux autres, aux collègues. Ça, c'est une première chose. Après, est-ce que c'est mon modèle qui a permis que ça soit plus rémunérateur? Alors, mon modèle, il est optimisé en temps de travail. Donc ça, le temps, c'est de l'argent, hein, donc ça, c'est une chose. Par contre, derrière, j'ai toujours un œuf à commercialiser, et c'est là où mon modèle en fait me permet de faire en fait, j'ai un modèle qui est différent, qui est complètement différent de ce qu'on trouve par ailleurs. Et donc c'est ça qui plaît aux gens, à mes clients. Donc j'ai le temps de leur expliquer comment je produis, et de ce fait j'arrive à commercialiser mes œufs au juste prix, à un prix qui pour moi est rémunérateur. Et je pense que si j'avais un poulailler industriel classique, je ne pourrais pas expliquer un surprix éventuellement. Enfin, là, en l'occurrence, je suis dans les prix du marché, je suis dans les prix des grandes surfaces. Mais quand tu commercialises en direct, tu espères avoir un prix un peu plus inférieur, tu as moins d'intermédiaires. Moi, je suis au prix d'un œuf bio qu'on trouve dans le marché. Et je vais donner la parole à Grégory, comme ça tu vas pouvoir enchaîner sur justement le prix. Alors, ouais, peut-être pour compléter la réponse, c'est pas forcément le système technique low-tech qui permet cette rémunération, c'est le système agroécologique de pâturage tournant. Mais le système technique low-tech ajoute à la préservation ou l'augmentation d'un volume d'œufs commercialisables et retranche du temps de travail. Donc ça y participe. Et bien entendu, sur l'aspect rendement, oui. 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 Complètement. Complètement. Et oui, on parlait tout à l'heure d'aspect sociétal du projet entrepreneurial, parce qu'en effet, autant la SNCF module ses tarifs pour venir, vous avez peut-être réservé très en avance et bénéficier de prix bas, etc., donc avec des critères qui lui sont propres, autant un producteur d'œufs peut également moduler ses tarifs, c'est-à-dire que soit il a des tarifs très élevés et il vend à des restaurateurs étoilés, et tant pis pour les épiceries solidaires, soit il vend à des tarifs très bas et tant mieux pour les épiceries solidaires et tant mieux pour les restaurants étoilés, mais du coup la marge de l'entrepreneur ne lui permet plus d'obtenir un revenu digne correspondant à son travail. Et la modulation permet justement de faire de proposer un prix de vente un peu plus élevé à des restaurateurs étoilés, puisque c'est le cas. Donc, pour ceux qui habitent autour de Rouen, si vous allez à l'Audace, qui est le restaurant étoilé rouennais, eh bien, vous mangerez les œufs de Maxime. Et permet également à l'Andes, qui est un réseau d'épiceries solidaires aux mines de Rouen, d'acheter ces œufs et d'en faire bénéficier aussi des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des œufs à des tarifs prohibitifs pour eux. Le restaurateur étoilé paye plus cher de toute façon, parce qu'il va chercher des éléments de qualité, et puis l'œuf n'est pas vendu 2 € non plus, donc ça reste tout à fait acceptable. Ouais, ça reste tout à fait acceptable pour lui, j'imagine. Et merci. Oui. Ah, pardon.
toi. Héloïse Morales de Google Management. J'avais une question concernant l'évaluation des systèmes techniques par rapport aux critères que vous aviez définis. Du coup, je me demandais comment est-ce que vous avez choisi ces critères. Et deuxième question, dans votre grille d'analyse, celle-ci, alors il y avait les diagrammes un peu en forme de fleurs que vous montriez sur la performance en radar, et il y avait cette grille-là. J'avais une question sur cette grille, à savoir que vous mentionniez une augmentation et une diminution de certains facteurs, comme la main-d'œuvre, etc. Je me demandais quel était le contrefactuel qui avait été utilisé pour l'analyse. Est-ce que c'est juste l'absence de l'objet ou est-ce qu'il y avait le scénario industriel en face? Et après, peut-être si vous pouviez nous expliquer un peu plus en détail ces fameux diagrammes en forme de radar. Alors pour la première question, c'est tout simple, hein, c'est la manière dont j'ai procédé assez naturellement en fait, en étant en immersion. Donc j'arrive, je découvre un système technique que j'essaie d'observer. Donc face à je suis face à quoi, qui produit quelle action. Je reprends l'exemple de cet élastique. Hein. Tiens, un élastique. Pourquoi faire? Ah oui, d'accord, ça permet aux portes de se fermer automatiquement. Et alors, ça produit quel bénéfice, puisque j'ai en tête des effets sur le modèle d'affaires, donc l'organisation, ça produit quel bénéfice? Des bénéfices fonctionnels ou organisationnels, ou les deux en général. Et est-ce que ça a un réel effet sur le modèle d'affaires et lequel? Donc voilà, la construction de cette grille d'observation, en fait, s'est faite non pas avant l'observation, mais après, tout simplement. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et pour revenir sur ces trois graphes, donc ils correspondent à 3 présentations de la démarche low-tech qui sont régulièrement utilisées. Hein. Donc c'est la caractérisation de la démarche low-tech réalisée par Audrey Tanguy, Lisa Carrière et puis Valérie Laforêt. Et puis, par ailleurs, donc j'ai repris en fait les critères, les concepts secondaires parmi les 7 principes clés. Je suis allé reprendre une définition sur le site du Low-Tech Lab et le fameux schéma de Keller et Bournigal. Alors j'ai pris ces 3 exemples parce qu'ils me paraissaient assez clair pour pouvoir être interprété très rapidement par Maxime, tout simplement. Et j'ai peut-être oublié une partie de votre question. Voilà, donc essentiellement des critères, des trois définitions qui me paraissent, présentations qui me paraissaient suffisamment utilisées et suffisamment claires aussi dans les termes pour pouvoir être qu'on puisse y confronter en fait sans avoir à lire des heures avant ou sans beaucoup d'explications. Une question, Marc, et après. Oui, bonjour, rebonjour. Ouais. Félicitations à vous deux pour la présentation. Je trouve ça hyper intéressant. Deuxième question, c'est est-ce que tu aides d'autres volontaires paysans agricoles à monter exactement la même structure, mais sur un autre territoire pour éviter la concurrence, un peu dans l'esprit Alors, c'est marrant, la concurrence, j'ai pas trop peur de la concurrence. Je suis plutôt à communiquer sur mon système. Il y a des personnes qui commencent à monter de plus en plus des poulaillers de ce type-là. J'organise des formations, donc il y a des visites et tout sur la ferme. Alors j'essaye par contre, maintenant je le fais plus gratuitement parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Toutes les semaines j'ai des sollicitations, donc je demande une contribution, enfin c'est libre et conscient, donc ils donnent ce qu'ils veulent, mais je travaille pas pour rien. Et j'ai pas trop peur de la concurrence. Ouais. Pas trop peur de la concurrence pour l'instant, c'est peut-être un tort, mais c'était pas la question. La question, c'est est-ce que tu aides si j'aide à monter exactement le même modèle Ouais, genre la semaine dernière, il y a un gars qui m'a dit j'arrive pas à faire la bise. J'ai fait j'ai fait le même modèle que toi de poulailler, sauf que j'arrive pas à me faire labelliser en bio. Comment t'as fait quoi? Donc j'ai passé une demi-heure au téléphone avec lui pour lui expliquer toute la démarche. Ouais. Et on parle de modèle
global, hein, intégrant le modèle agroécologique, mais pas forcément le même modèle technique, le même modèle de poulailler mobile en fait technique. Et puis par ailleurs, c'est aussi un outil construit en fonction d'un contexte particulier. C'est aussi tout l'intérêt de faire de l'autoconstruction et de l'adapter. Et donc, ce qu'il utilise ici dans le pays de Bray ne sera pas valable dans le Gers ou ailleurs dans les Landes avec des arbres ou en montagne avec des pentes ou sur un autre terrain qui serait trop arboré. Et puis, par ailleurs, il y a aussi alors je disais effectivement qu'il manquait une incapacitation complète sur le système technique. Parce que ce n'est pas forcément la recherche, d'ailleurs, de ceux qui viennent se former. Ils viennent se former sur le modèle agroécologique globalement. Et puis, il y a aussi une part d'investissement en fait, de l'entrepreneur dans la construction de son projet, dans l'adaptation de son système technique, avec certains éléments qui peuvent être facilement reproductibles, d'autres beaucoup moins. Et il y a toujours cette question, j'y ai passé 1 an ou 2 avec l'expérimentation en R&D, en fait, et comment je pourrais valoriser ce temps-là? Et donc, à un certain moment, on ne donne pas toutes les clés du système technique. Aujourd'hui, il y a mes pondoirs sur lesquels il y a une innovation un peu majeure, sur lesquels je ne communique pas. Tout le reste, à peu près, je communique, mais les pondoirs en tant que tels, non. Et c'est une pièce un peu maîtresse du système. Merci. Encore peut-être 1 ou 2 questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais 2 questions techniques. D'abord, est-ce que donc on voit que quand le poulailler se déplace, il reste donc de la terre qui est à nu. Est-ce que vous avez envisagé de planter sur cette terre-là, parce qu'elle est peut-être riche de la fiente des poules? Voilà. Et la deuxième question, c'est sur le tracteur qui tire. Est-ce que vous avez envisagé, pour économiser en termes d'essence, etc., de, par exemple, le passer à l'éthanol ou même le rétrofiter électrique voilà. Ouais. Alors là, pour la première question, oui. Alors déjà, il y a une première partie, c'est l'herbe, elle repousse mieux une fois qu'elle a été pâturée, parce qu'elle est riche en fertilisants. Et du coup, ça va bénéficier aux poules qui vont revenir 3 mois après sur cette même zone. Donc déjà, les poules les revalorisent un petit peu. Et oui, on a du maraîchage et donc en fait, et des grandes cultures. Et donc en fait, on tourne, on essaie de tourner. Pour l'instant, on le fait pas encore énormément, mais on l'a déjà fait sur du poireau, par exemple, où en fait, je fertilise la zone, je laisse même mes poules plus longtemps pour détruire la prairie. Au bout d'un moment, les poules, elles attaquent vraiment l'herbe à la racine et du coup, ça la détruit complètement. Et derrière, on a planté du poireau, ça fonctionne bien. Ça, c'était pour la première question. Et la seconde question, c'était le tracteur. Eh ben, mon tracteur, c'est un IH 745 XL. Je suis assez fier de mon tracteur, c'est mon tout premier tracteur. Je suis paysan parce que j'ai un tracteur. Non, mais voilà. Non, mais c'est important. Vous rigolez, mais et donc en fait c'est un tracteur qui est de 1981 et qui est hyper. Il n'y a pas du tout d'électronique et en fait je sais tout réparer dessus quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Il y a plusieurs tracteurs de ces générations-là qui sont assez faciles à réparer, mais celui-ci, il n'a pas de gros défauts techniques. Et donc, je ne suis pas trop chaud de le passer en électrique parce que je ne saurais pas réparer. À l'éthanol, je ne sais pas si c'est possible. Si, il y a des injecteurs. Hein. Ouais, si, il y a des injecteurs. Ouais, donc ça ne marche pas. On fait la mécanique du. Non, mais et puis quoi d'autre non, l'âne c'était pour tirer la remorque, pour transporter les. Parce que je transporte ma remorque pour récolter mes œufs avec une 4L. Que c'est pareil, je sais tout faire dessus, je l'ai déjà construit. Donc ouais, on est dans vraiment cette démarche là où ça coûte très très cher hein, la main d'œuvre agricole et les pièces agricoles. Donc si on sait faire soi-même, c'est mieux. Donc il y avait 2 questions et puis oui.
Merci Maxime. Serge, Université de Technologie de Troyes. Dans ton projet agroécologique, il y a du foncier agricole. Mais j'ai cru comprendre que c'était un collectif de fermes. Tu ne possèdes pas le foncier et du coup, c'est un travail collaboratif avec les autres. Tu ne vends pas les poireaux. Non, alors ouais, voilà. Alors c'est même plus complexe que ça. Aujourd'hui, je suis toujours pas installé à mon nom en tant qu'agriculteur. Je suis en couveuse d'entreprise parce qu'effectivement, on a la recherche de foncier. C'est un appel. Si vous connaissez du foncier dans la région de Gournay-en-Bray, ben, on n'est toujours pas installé, ni moi ni ma femme. Donc ouais, voilà, on est dans une CAE Rhizome, donc c'est une couveuse d'entreprise. Donc on est porté par eux tant qu'on n'a pas le foncier. Et du coup, là, actuellement, mes poulaillers sont chez les copains, mais eux, ils ne sont pas propriétaires de cette terre-là, ils sont déjà locataires. Donc, et pour s'installer, il faut avoir un bail à son nom. C'était quoi enfin, ouais. Ouais, voilà. Et alors la structuration, comme on a décidé, donc ça fait longtemps qu'on réfléchit, hein, donc on est 6, on est 3 couples sur le projet. Et la structuration, comment on s'est structuré en fait, on a créé une SARL pour la vente. Donc on commercialise tous nos produits, enfin une grosse partie de nos produits via la SARL. Et on a une seule communication, un seul mode de livraison, un seul type de facturation. Via cette SARL, donc c'est la SARL, la ferme Les Champs de Bray. Par contre, on a tous nos entreprises individuelles de production. Donc on est individuel sur les productions, on choisit nos investissements, nos risques, si je veux acheter un tracteur électrique, je n'ai pas besoin de demander aux copains. Mais par contre, la vente, on l'a fait via cette SARL. C'est que ça notre modèle collectif, après bien des années de réflexion. Une question par rapport à ce que tu expliquais à la fin. Est-ce que du coup, il y a des personnes qui t'ont aidé dans le montage juridique par rapport à ce que tu expliquais à Serge? Parce que c'est pas intuitif comme ça de dire bah, on est plusieurs, on va créer une SARL pour la distribution alors qu'on va rester en unipersonnel ou enfin, sous une autre forme pour la production. Est-ce qu'il y a des gens qui aident pour s'installer avec ce mode-là? Ouais. On a, par la chance, on connaît quelqu'un qui est spécialisé dans l'accompagnement de notre famille, qui est spécialisé dans l'accompagnement des collectifs, des entreprises, de tout. Et c'est lui qui nous a pas mal guidés au travers d'une méthodologie de travail, de réflexion sur le projet, ce qu'on veut en commun, ce qu'on ne veut pas en commun, les règles de décision. Et c'est comme ça qu'on a accouché de cette SARL pour la vente. Et oui, on a été accompagné. Après, très peu, on n'a pas été accompagné par des structures qu'on pourrait penser, la Chambre d'agriculture, les réseaux d'accompagnement des agriculteurs, que ça, il y a assez peu de ressources et de compétences. Merci beaucoup. Encore une fois, on peut les applaudir.